Fabien Escalona, bienvenue dans notre programme Le Monde qui vient. Vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes spécialiste des gauches, en particulier de la famille social-démocrate européenne, qui est votre sujet, un de vos sujets de recherche. Vous êtes également contributeur au site de Mediapart et vous écrivez de temps en temps aussi des chroniques pour le site de Mémoire des luttes. Et j'ai le plaisir de vous inviter aujourd'hui pour parler de la question européenne et de la gauche. Qui est un sujet qui est à la fois un sujet hautement stratégique dans les débats de la gauche en France et en Europe, mais qui est aussi une question clivante au sein des gauches, et je veux dire des gauches au sens de la social-démocratie et de la gauche de transformation ou de la gauche radicale, mais aussi au sein de la social-démocratie elle-même. Et on a décidé de faire disons, ce point un petit peu pour dresser aujourd'hui l'état des lieux sur cette question stratégique européenne. On a vu à quel point la question européenne a divisé ces dernières années la gauche depuis au moins 2005 avec le référendum sur le traité constitutionnel européen. On voit aujourd'hui des lignes de fracture très fortes sur ces questions-là, à quelques mois de l'élection européenne qui va se tenir en 2019. Et puis ces derniers temps, on a vu qu'au sein de la famille social-démocrate se passait un certain nombre de choses. En particulier, on a remarqué l'intervention de Paul Magnette, donc belge, qui est l'ancien ministre-président de la Wallonie, qui s'était illustré, disons, dans son combat contre le CETA, l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, qui aujourd'hui fait une certaine analyse de l'Union européenne, de la question de l'intégration européenne et de son importance pour la gauche en Europe, que vous avez étudié, et qui indiquerait que quelque chose se passe finalement au sein de la social-démocratie sur la question européenne, alors qu'on pensait que c'était morne pleine et que la question européenne était morte avec la social-démocratie européenne. Et peut-être qu'il se passe quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, ma thèse générale sur le moment social-démocrate qu'on vit, c'est qu'il n'y a pas seulement un moment de crise. La notion de crise de la social-démocratie, on en a usé, abusé. Je crois qu'on y est, mais que c'est une crise d'une intensité, d'une étendue particulière. Ça, c'est sûr. Mais que d'autre part, il y a un facteur assez inédit depuis en tout cas quelques décennies, qui est que les luttes politiques, intellectuelles dans l'espace social-démocrate redeviennent beaucoup plus fortes qu'auparavant. Et donc, il y a un impératif de réinvention pour la social-démocratie, ou en tout cas pour les appareils sociodémocrates s'ils veulent survivre. Et donc, il y a des luttes très importantes sur quelle orientation on se donne, quel nouveau destin on essaye de se choisir, quel nouvel espace politique on essaye de se créer ou d'investir. Et il me semble que les propos de Paul Magnette, là, qui ont été dits dans un discours à un événement de la revue du Crieur qui avait lieu à Grenoble, témoignent de ça. Et ils témoignent même de deux choses qui sont, je trouve, assez intéressantes dans le moment qu'on vit. Ils témoignent d'une part d'évolutions qui ont lieu dans le champ d'où je viens, qui est le champ académique, universitaire. Et Paul Magnette, avant d'être un homme politique, est un universitaire, c'est un spécialiste des études européennes. Et dans ce champ-là, on voit depuis quelques années qu'il y a des choses qui deviennent dissibles dans la littérature en sciences politiques, on va dire mainstream, en études européennes, qui peuvent être très critiques, notamment vis-à-vis de la légitimité démocratique de l'Union européenne et de ses politiques. Et ça, c'est nouveau. Alors, pour des militants de gauche radicale, ils apprendront pas grand-chose, mais c'est quelque chose de nouveau, que ce soit dans le discours mainstream, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, avec Paul Magnette, on voit aussi une voix à l'intérieur de l'espace social-démocrate qui, bon, on le sait, a été co-constructeur de l'intégration européenne existante, qui la défend, qui défend les traités existants. Et on voit maintenant une voix très critique, c'est-à-dire que Magnette assume quelque chose de très important, il l'a dit dans son discours, et c'est la première chose que j'expliquais dans un billet que j'ai fait à cette occasion, il assume le fait que par défaut, par construction institutionnelle, l'Union européenne produit des politiques qui, au moins sur le plan socio-économique, sont hostiles à la gauche. Elles s'inscrivent forcément dans le paradigme néolibéral, et pour ça, il faut changer les règles, quoi. En gros, on ne peut pas s'en sortir juste en promettant l'Europe sociale et en promettant quelques gouvernements de plus de gauche en disant ça ira mieux. Ça ne marche pas comme ça. Et alors, qu'est-ce que nous indique la voie Magnette ? Comment il résout cette contradiction qui pose qu'à traité constant, une politique de gauche est quasiment impossible dans le cadre de l'Union européenne ? Alors, la voie Magnette, c'est pas un ralliement
à ce qu'on appelle le plan B, donc la stratégie de désobéissance au traité qui est défendue dans l'espace de gauche radicale en Europe et en particulier par la France insoumise en France. Mais c'est plutôt une stratégie, ce qu'il appelle de repolitisation de l'Union européenne. Il dit quelque chose qui peut apparaître assez modeste, mais qui ne l'est pas tellement, encore une fois, dans la social-démocratie telle qu'elle est devenue, c'est de dire on peut enfin critiquer tout ou partie des projets européens sans être taxé d'anti-européen. On a le droit de rediscuter les choses et on a le droit de vouloir changer le cadre et les règles parce que sans ça, on ne peut pas sortir de l'austérité, du productivisme irresponsable, etc. Donc ça, c'est un premier point de méthode qu'il pose. Et ensuite, il assume quelque chose d'assez courageux en un sens, c'est de dire, bah, oui, pour l'instant, on est minoritaire. Et donc, pour l'instant, il faut qu'on ait une stratégie de minoritaire. C'est-à-dire, on ne va pas tout changer du jour au lendemain, mais petit à petit, on peut faire des coalitions, soit avec d'autres forces politiques, soit avec la société civile, pour faire changer les choses depuis une position minoritaire à l'intérieur de l'Union européenne. Et je termine là-dessus. C'est un point assez important, c'est pour ça que je disais que c'était courageux. C'est qu'il dit, au fond, il faut en finir avec la grande coalition perpétuelle. Grande coalition qui se fait parfois dans certains espaces nationaux, mais grande coalition qui se fait depuis très longtemps dans l'espace européen, où on sait que les sociodémocrates, avec les libéraux et les conservateurs, font partie des forces du cœur du projet communautaire, qui le défendent à tour de rôle ou en combinaison depuis les débuts du projet européen. Et est-ce que cette stratégie, qu'il qualifie, je crois, de stratégie jaurétienne, oui, c'est en référence à la SFIO minoritaire qui finalement participe de la Troisième République sans faire de stratégie d'insurrection, mais qui veut évidemment dépasser la Troisième République. Voilà. Et est-ce qu'il nous en dit un petit peu plus sur eh bien, quel projet de démocratisation des institutions européennes pourrait porter cette social-démocratie, disons, combative? Oui, alors il y a des pistes qu'il a esquissées dans son discours et qui font écho à des réflexions, encore une fois, du champ intellectuel, comme je l'ai dit, une philosophe en Belgique comme Justine Lacroix, des projets qu'on a entendus en France au moment de la présidentielle, autour de la candidature de Benoît Hamon. Il y avait tout un ensemble d'intellectuels autour de Thomas Piketty, qui est le plus connu, Antoine Vaucher, qui est un juriste spécialiste de l'Union européenne, et qui préconisait notamment un parlement pour la zone euro. Un parlement où seraient beaucoup représentés aussi justement les représentations nationales. C'est-à-dire que c'est des gens qui pensent qu'on ne peut pas passer à court terme à un espace public européen, ça ils n'y croient pas. Ils estiment que c'est irréaliste, mais par contre ils estiment que la démocratie européenne, ça ne va pas être comme les démocraties nationales qu'on connaît, mais ça peut être une démocratie des nations européennes, une sorte de démocratie des démocraties. Et donc ils essayent comme ça de penser des nouvelles articulations institutionnelles. La question ensuite c'est la crédibilité de cette option. Moi je pense qu'elle a franchement des limites, mais encore une fois c'est quelque chose qu'on n'entendait pas tout à fait dans la social-démocratie, ou en tout cas dans les courants mainstream jusqu'à peu, parce que Paul Magnette n'est pas nécessairement étiqueté aile gauche de la social-démocratie, donc c'est intéressant d'entendre ça. Et est-ce qu'il y a un lien entre l'option Magnette, la voie Magnette, comme je disais, et les propositions que porte un mouvement comme DiM25 de Yanis Varoufakis, l'ancien ministre de l'économie grecque qu'on a bien connu lors de l'épisode du bras de fer avec Schäuble en Allemagne? Est-ce qu'il y a un lien entre ça et la proposition qui est portée par ce mouvement et puis qui est aujourd'hui en fait portée par Benoît Hamon, vous en parliez tout à l'heure, et Piketty, Benoît Hamon, le Parti communiste français qui se rallie aussi à cette idée de liste transnationale qui serait en fait forgée autour des propositions portées par Varoufakis. Est-ce qu'il y a un lien entre la voie Magnette et ça? Et quel regard vous portez, quelle est votre analyse sur la proposition Hamon, Benoît Hamon, Varoufakis, Parti communiste français pour les listes 2019? Alors, il y a des liens. Je ne sais pas exactement à quel point ces acteurs se parlent, mais c'est évident qu'ils ont des rapports. C'est-à-dire que Magnette, par exemple, avait soutenu, c'était un des rares sociodémocrates européens à soutenir de façon franche Benoît Hamon lors de la présidentielle en France. C'est-à-dire qu'il n'a pas été lâché que par des socialistes français. Il y a aussi pas mal de socialistes européens qui n'ont pas trop cherché à le soutenir de façon franche. Évidemment, qui connaissent Varoufakis. Hamon est plus en discussion, il me semble, en termes concrets, comme vous le disiez à propos des listes transnationales. Et cette idée justement de parlement de la zone euro, ça c'est quelque chose qui circule assez bien entre tous ces acteurs.
Ensuite, moi j'ai l'impression, à premier abord, que dans la proposition Hamon-Varoufakis, on est presque en deçà de ce que dit Magnette. C'est-à-dire que si on les entend aujourd'hui, dans ce qu'on lit dans la presse, hein, ils expliquent qu'ils veulent changer beaucoup de choses en Europe à traité constant, c'est l'expression, et puis on se donne du temps, on se donne 2 ans, disent-ils, pour essayer de relancer une voie constitutionnelle qui passerait par les peuples. Bon, donc déjà ça, c'est pas évident à mettre en place, mais en plus, ils prétendent changer l'Europe à traité constant. Et là, on revient pratiquement à ce qui était le véritable angle mort de la social-démocratie quand elle prêchait l'Europe sociale, c'est que l'Europe sociale, encore une fois, à traité constant, on a un gros problème, puisque c'est pas juste une question de majorité de gouvernement, c'est une question de verrou, de structure institutionnelle, de rapport structurel à l'intérieur des États membres et de l'architecture communautaire. Et c'est ça que Magnette pointe. Donc je vois quand même une sorte de contradiction et une façon de balayer du revers de la main l'hypothèse du plan B, en considérant que c'est trop dangereux, que ça peut mener à des dérives nationalistes, voire à la sortie, pour eux c'est le scénario cauchemar, et donc ils ne prennent pas du tout en compte ce qui est quand même une option stratégique qui, à mon avis, là c'est aussi le citoyen qui parle, mais à mon avis mérite discussion dans cet espace stratégique. Mais justement, parlons-en un petit peu pour conclure. L'autre option, c'est celle que vous évoquez, au sein de la gauche radicale ou de transformation. C'est soit une stratégie de désobéissance active, qui est en fait une stratégie qui consiste à assumer la crise au sein des institutions pour aller le plus loin possible jusqu'à la rupture éventuelle, qui serait plutôt sur l'idée d'être mis dehors plutôt que de sortir soi-même. En posant des exigences démocratiques, sociales, écologiques fortes, etc., insoutenables pour le système européen tel qu'il existe aujourd'hui, et mener ce rapport de force. Et puis, il y a au sein de la gauche radicale une deuxième option qui est la sortie franche et disons la sortie au départ. C'est-à-dire on sort comme un projet. Bon, c'est le débat qu'il y a au sein de la gauche radicale, puisque les deux options ne sont pas les mêmes en réalité. Bon, là-dessus aussi, aujourd'hui, ça vous semble correspondre à quel niveau de pertinence, quels sont, selon vous, aujourd'hui, quel est l'intérêt, en quelque sorte, de cette option-là dans le débat européen? L'hypothèse de la sortie comme préalable, en quelque sorte, à une véritable politique de gauche ou de rupture, c'est un pari qui, pour moi, me semble assez douteux. Je pense qu'il a une cohérence intellectuelle, ça on peut pas lui enlever. Dire que ce serait complètement souhaitable, j'avoue que ni en tant que chercheur ou en tant que citoyen, je suis fixé sur la question. Mais en tout cas, il y a une cohérence intellectuelle. Un des principaux défauts que je lui vois, c'est un problème de viabilité électorale. C'est-à-dire qu'actuellement, même dans les pays les plus en crise, on voit que c'est très compliqué d'avoir un socle populaire qui ensuite puisse être actif dans cette phase-là de sortie brutale. C'est très difficile d'avoir un socle populaire suffisant, on va dire, pour être significatif sur le plan électoral. Et je ne parle même pas d'être vraiment majoritaire. Donc pour l'instant, ça, c'est pas dans l'horizon. Je ne dis pas que ça arrivera jamais, mais en tout cas, c'est pas dans l'horizon. Donc c'est pour ça que cette option de désobéissance, on va dire, de plan B, me semble assez productive. Alors on peut dire que ça ménage une sorte d'ambiguïté. Il paraît qu'on sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Bon, mais en tout cas, ça me semble plus constructif si on raisonne aussi politiquement et si on raisonne électoralement. En revanche, il faut pas minorer que cette histoire de désobéissance et du plan B, c'est pas rien. Si elle est prise au sérieux, c'est vrai que c'est une façon d'assumer la conflictualité à l'intérieur de l'espace européen, comme ça n'a pratiquement jamais été fait. Et je crois que c'est une des grosses différences aussi avec l'option Magnette, qui est bon, dans la pointe avancée de la social-démocratie quand elle conteste l'Union européenne, mais qui me semble, à mon avis, un peu trop naïve. C'est-à-dire que, par exemple, il a des phrases comme quoi l'espace public européen n'est pas assez mature. Donc, il dit, bah voilà, il faut qu'on puisse discuter du contenu des choses sans être traité d'anti-européen. Tout ça est très bien, mais à mon avis, c'est qu'il minore le fait que c'est pas un défaut de maturité, ça va pas forcément s'arranger au fur et à mesure que l'intégration européenne progressera. À mon avis, c'est qu'à tous les échelons de gouvernement, il y a des luttes sur est-ce qu'on va vers plus de démocratie ou vers moins, comme c'est le cas actuellement. Et donc la stratégie du plan B, c'est d'assumer qu'il y a un conflit très fort et donc il faut faire progresser l'option souveraineté populaire
y compris par des moyens qui sont des moyens qui ne sont pas dans le cours institutionnel des choses qui est prévu par toutes les échéances qui nous attendent. C'est finalement de forger soi-même l'agenda. Après, la question, c'est est-ce qu'on le maîtrise ou pas? Et ça, on ne peut pas y répondre facilement. Absolument. Bah, merci beaucoup pour cette contribution et ces éclairages fort appréciables. Et de toute façon, eh ben, on va revivre, on va de nouveau avoir ces débats-là de manière très large, on espère, dans la société pour les élections européennes de 2019, avec une campagne électorale qui va peut-être commencer à tâtons, même dans les prochains mois, une fois qu'on connaîtra d'ailleurs le mode de scrutin définitif de cette élection, puisque le président Macron propose peut-être un scrutin avec des listes nationales, ce qui politiserait transnationale, mais qui politiserait au niveau national certainement bien mieux la question européenne que ce n'est le cas depuis les dernières élections européennes avec ces modes de scrutin compréhensibles par le commun des mortels à juste titre. Merci Fabien Escalona. Merci.